Bonjour YouTube, suite des trésors vivants de l'aviation, aujourd'hui nous sommes à Biscarrosse et devant vous, vous pouvez accueillir Michel Sirbin et sa petite sœur Florence Sirbin-Tondra et nous allons évoquer beaucoup de choses, certainement en plusieurs épisodes, ça va faire comme pour les DOSC. Et nous allons évoquer un monsieur très important, un mécanicien de haut vol qui s'appelait Pierre Sirbin et qui était donc le papa de Michel et de Florence. Donc dans cette deuxième partie avec Florence Sirbin et son frère Michel, nous allons développer certaines anecdotes truculentes de l'aviation, parce que eux seuls savent des choses que personne ne sait. Et puis on va recaler aussi d'autres choses par rapport au pilotage. On parle beaucoup du pilotage, des essais, et j'aimerais bien qu'on aborde ce sujet. Mais d'abord, vous m'avez raconté tout à l'heure des anecdotes fantastiques sur ce qui se passait en vol, sur les baptêmes. Alors, allez-y. C'est-à-dire qu'autrefois, quand ils faisaient des exhibitions, des meetings, ils faisaient souvent des baptêmes de l'air pour gagner un peu d'argent. Et forcément, déjà entre eux, ils se faisaient des blagues, et ils faisaient des blagues aux gens qui montaient dans les avions. Donc, la plus courante, c'était de jeter le manche à balai. C'est-à-dire, en fait, donc il y avait biplace, d'accord. Il y a toujours pilote à l'arrière. Passager à l'avant. Les avions avaient plus à multiplace. Et il faisait semblant de jeter le manche à balai. Le pilote jetait le manche à balai. Il disait, oh, bah, tiens, bon. Et comme les gens ne faisaient pas attention, donc il y en avait forcément un deuxième, mais ça fait rien, ils ne le voyaient pas, ils croyaient qu'il n'y avait plus de... Donc les gens avaient peur, ça criait, c'était la grande panique. Voilà, c'était la panique, bon, c'était le jeu favori, ça. C'était quoi? Déjà même entre eux, ils se le faisaient, la blague. Au moment où il fallait faire une manœuvre, ils disaient peut-être non, je veux pas. Bon, mais c'est comme ça. Ça, c'était des jeux, mais ça... Est-ce que vous pilotez, en fait? J'ai eu piloté. Vous avez passé votre brevet? J'avais, oui. Et toi, Florence? Non, pas du tout. Jamais eu envie ou Non, non. Mais baptisé par ton papa en vol, il vous a baptisé? À l'époque, il ne volait plus déjà. Ben oui, parce que déjà, comme j'avais dit, il a perdu la vue. Bon, il a perdu la vue en 64, il a commencé à avoir des problèmes. Il a eu un accident en livrant des fournitures chez les clients. Il a eu un accident à point son nombre dans l'œil. Donc ça a déclenché tout un cycle de l'œil gauche, l'œil droit, l'œil gauche, l'œil droit. Il a eu 7 opérations sur les yeux et il a fini aveugle. Donc, et vous, Michel, il vous a baptisé, vous avez volé avec lui? Nous, on a déjà... Toi, t'as volé avec lui? Oui, j'ai volé avec lui. Marilyn a volé avec lui, puisque la coqueluche, ça a été une montée à 5000. Parce qu'à l'époque, c'était ça. Wow. Ah oui, la coqueluche, pour la passer, on montait à 5000. Ah, c'est pour ça qu'Adrienne Bolland, on lui disait, quand elle avait la coqueluche, on lui disait voler, il faut voler le plus haut possible. Il faut monter à 5000. D'accord. Ben, alors là, merci, parce que je ne comprenais pas. C'était une solution à la coqueluche. C'était Laurent Hénac qui avait dit, quand elle était revenue du Brésil avec la coqueluche, et ça débarrassait les poumons. Oui, parce que ça dégageait. L'oxygène, ça doit... Exact. Il doit y avoir une influence, médicalement, je ne sais pas les conséquences, mais ça soignait la coqueluche. Et peut-être qu'aussi, du coup, c'est peut-être pour ça, parce que je sais qu'Adrienne Bolland a fumé énormément toute sa vie, et que peut-être que le fait de piloter et de voler nettoyait, entre guillemets, les poumons, peut-être. Je sais que c'est comme ça pour les plongeurs sous-marins, que ça nettoie. Le manque d'oxygène, ça nettoie les poumons, donc ce sont... Ils respirent des gaz rares, parce que dans l'oxygène, dans les bouteilles, il y a un mélange, les pilotes de chasse et des trucs comme ça, eux c'est l'oxygène. Ils prennent la piqûre le soir et après ils mettent à 100%. D'accord, c'est peut-être pour ça que ça nettoie les poumons et qu'il disait... Ah ben voyez, ça voilà, YouTube, vous avez appris quelque chose avec moi, c'est que ça nettoie bien. D'accord. Mais la coqueluche, c'était le remède. C'était un remède de la coqueluche, une montée à 5000. Donc, bon, et moi je suis monté avec lui, parce qu'il avait un Nogaro à l'époque. Toi, t'es trop... Ah oui, non, moi, trop jeune. Il avait plus d'activité de réparation et d'entretien, tandis que nous, on est né à l'époque, même si on était tout petit, on est né à l'époque où il avait la station de service à Dax.
Il faisait de l'entretien et de la réparation, donc il essayait les avions. Quand il s'est posé, à Dax pour faire... il faisait de l'entretien et de la C'est-à-dire réparation. que les avions venaient à lui? Il était station Caudron et il réparait, il rénovait les avions. Ça devait être énorme, donc il refaisait des moteurs, puisqu'il avait un banc, sur l'aérodrome, il avait monté un banc moteur, il faisait des entoilages, il refaisait tout. C'était énorme, alors les locaux devaient être importants? Non, c'était le hangar de Dax, le vieux, qui existe encore maintenant, je crois. Ah, il existe encore? C'est tout pourri, oui, parce que Dax, ça n'a pas beaucoup bougé. Et vous avez gardé des enseignes, J'ai des photos moi, de l'atelier à Dax. Et le banc moteur et tout, j'ai des photos du banc moteur. D'accord. Ouais. Ah oui, il reconstruisait des avions de A à Z. Oh, fantastique. Ouais. Et il employait beaucoup de monde? Il n'était pas tout seul, j'imagine. Je ne sais pas exactement. Il devait y avoir 3. Quand il était à Biarritz, il y avait 3 personnes avec lui. Parce qu'il y avait un atelier mécanique, un atelier entoilage, il y avait un menuisier, puisqu'il y avait du bois beaucoup autrefois. Et oui. Donc je pense qu'il avait... Mais il y a toujours beaucoup de bois, je vous rassure. Un peu moins. Mais sur les petits, dans les... Ouais, mais même les petits, maintenant, c'est polyester, c'est... Ah, c'est vrai, peut-être. C'est matériau composite, beaucoup. Beaucoup plus. Mais de toute façon, il faut être menuisier, entre guillemets. C'est du travail manuel. Les avions, il y en a beaucoup qui sont encore en bois, qui continuent à voler. Oui. Qui sont toujours utilisés. Oui. Mais tout ce qui sort maintenant, les ULM, tous ces trucs-là, c'est pratiquement du composite. Puis surtout la fibre carbone et Kevlar et tous ces trucs-là, il y a des résistances plus sûres que le bois. Oui. Parce que le bois, en plus, c'est plus cultivé. Puis oui, voilà, c'est ça aussi. C'était un métier de faire du bois maintenant. C'est fini. Moi, je me rappelle, quand il faisait venir du spruce, il fallait les débiter, tout le bazar. Il fallait avoir l'œil. Il fallait savoir le faire. Ça. Et ils avaient des machines Non, on sous-traitait parce que il n'y avait pas assez de débit pour ça. Mais on importait du spruce qui venait d'Afrique et il ne faut pas se tromper. Après, quand on reçoit les bio là, qui sont débités, qui sont juste des lignes qui sortent de scierie, qui font 7 ou 8 mètres de long, il ne faut pas se gourer, il faut savoir trouver les poches de résine et tout le bazar. Et vous avez... on va faire un décrochage par, c'est le cas de le dire, un décrochage par le pilotage d'essai, parce qu'on évoquait des choses des détails très importants aussi tout à l'heure, dans le sens où il ne faut jamais oublier que toute cette génération assistait à quelque chose comme 10, voire plus, cérémonies d'obsèques par an. Et que donc, vous parliez de blagues et d'humour noir, mais s'ils avaient autant d'humour noir, c'est qu'ils, entre guillemets, quand je dis qu'Adrienne Bolland n'accordait pas beaucoup de prix à sa vie, les gens pensent que c'était de l'humour, mais pas du tout, c'était très vrai, parce qu'ils étaient réalistes, ils savaient qu'ils pouvaient mourir à tout instant, il y avait beaucoup de sabotage, ça aussi, on n'en parle plus, et les gens se sabotaient beaucoup entre eux d'une usine à une autre, ou d'un mécano... C'est comme les humains, il y a de tout. Il y avait beaucoup de triche. Il y avait beaucoup de triche. Ouais. Mon père, il raconte, il y a un record. Quand ils étaient à Paris, là, un gars, il a fait croire qu'il avait fait un record et ils se sont aperçus qu'il y avait longtemps qu'il mentait, qu'il avait deux barographe. Oui, c'était avec un plomb. Il y avait celui qui était plombé par un mec, il y avait un autre, et ainsi de suite. Enfin, ils s'en sont aperçus un jour parce qu'il s'est coupé, mais ça faisait 5 fois qu'il avait gagné un truc. Qu'il était le plus haut du... Ah, dites donc. Oui, on ne disait pas le record d'altitude, on disait l'homme le plus haut, le plus vite. C'était le record du monde d'altitude. C'est sûr c'était des idoles à l'époque. C'est ça, ils gagnaient de l'argent. Plus on faisait de records. Il y a eu les idoles militaires, ceux qui ont gagné la guerre par l'aviation. Et après, il y a eu les idoles civiles, genre des Troyens qui étaient... Doré, tous ces gens qui étaient Malinvaud. Et en fait, de pilotes d'essai, c'était plutôt des découvreurs. Ils découvraient l'aéronautique en même temps que les autres. Donc il faut bien préciser que ces gens-là... Parce qu'ils avaient une connaissance de l'avion acquise souvent sur le tas. Mais, alors que il n'y avait pas de statut. C'est un théoricien, maintenant le pilote d'essai, maintenant, il a le niveau de l'ingénieur qui a créé l'avion. Donc c'est comme Pesquet, qui est dans l'espace, il est ingénieur d'abord. Voilà. Alors qu'avant, le gars il montait dans l'avion,
Et il était pilote d'essai s'il arrivait à le poser. S'il ne le posait pas, il n'était pas pilote d'essai. C'est ça. Et ça, c'est très important. Et en fait, il y en a beaucoup qui n'ont jamais eu la vocation d'être pilote d'essai. C'était des pilotes avant tout. Leur plaisir, c'était de piloter. Et ils ne savaient peut-être même pas certains qu'on avait changé telle ou telle pièce pour faire l'essai. Elle était pilote d'essai. Oui, mais elle était pilote. Mais elle était pilote. Elle était pilote. Parce qu'ils n'avaient pas, mécaniquement, ils n'avaient pas de connaissances. Hein. Non. Adrienne Boulan en avait. Elle avait été formée chez Caudron à la mécanique. Ouais, mais c'était rare, c'était la première école. Hélène Boucher, non. Et elle avait une connaissance, mais elle n'avait pas la pratique de la mécanique. Voilà. Quand même. Elle avait besoin d'un mécano pour... oui, elle essayait des avions neufs, mais elle n'était pas pilote d'essai. C'est pas la même chose. C'était les débuts, donc début de tous les statuts. On disait pilote d'essai parce que c'était les premiers à monter dans l'avion. Voilà. Et c'était les premiers à y rester s'il y avait. C'est bien de le préciser. Voilà. Alors que maintenant, c'est quand même plus... Mais tout est plus sécurisé maintenant. C'est qu'on peut plus faire voler un avion. De toute façon, si on l'a pas déjà bousillé au sol, s'il n'a pas fait des essais testés au sol, autrefois ça ne se testait pas. C'est les hommes qui testaient. C'est les hommes qui testaient. Donc c'est les hommes qui mouraient, et c'est pour ça que du coup, toute cette génération-là avait une philosophie de vie beaucoup plus légère en même temps, parce qu'ils faisaient beaucoup la fête, et beaucoup plus sérieuse. C'est-à-dire que quand ils bossaient, ils bossaient. C'était dangereux quand même. Ben, ils vivaient sous pression permanente. Quand ils faisaient des exhibitions, ils prenaient des risques immenses par rapport à aujourd'hui. Et alors les risques qu'ils faisaient prendre à la foule et aux spectateurs. Et on n'en parle pas. N'en parlons pas. On se plaint qu'il y a trop de normes maintenant, que c'est trop. Alors c'est vrai, c'est trop fermé des fois. C'est beaucoup moins marrant parce qu'autrefois ils étaient à 30 mètres du sol, maintenant ils sont minimum à 300, minimum 300. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque... c'est une exhibition de voltige autrefois, c'était vachement spectaculaire. Quand Fronval allait voir son copain Maïcon sur la Riviera, il y a des photos, mais c'est des plaques de verre, où on voit qu'il est le zinc à l'envers, le zinc qui était en bois, qui n'était pas en zinc, on est d'accord, pas en métal, avec l'empennage dans l'eau. Et le grand truc de Fronval, c'était de se mettre à l'envers et de faire un trait blanc comme ça d'écume. Aujourd'hui, c'est complètement inimaginable. Ça, il pourrait se... C'est même pas une question de se tuer, c'est que c'est impossible. Quoi. Et d'ailleurs... ça serait toujours possible avec les avions qu'on a, mais... Oui, ah ben bien sûr, oui, mais le voilà. Et Fronval disait, qui peut le plus, peut le moins. C'était la philosophie de la voltige. Oui. Qui peut le plus, peut le moins. Ben, il faut voir. La voltige a beaucoup changé, il faut quand même voir qu'à l'époque où elle a été faite avec des avions comme le Stamp, et puis des avions qui étaient un peu lents, et lourds. Oh, c'était pas non, c'était pas le poids. Mais c'était pas très motorisé. Mais comme le Morad, c'était des avions, il fallait pas se rater hein, quand même. Parce que c'était pas très motorisé. Alors que maintenant, ils font de la voltige, ils sont tendus à l'hélice. Oui. Ah oui. En plus, le pas est variable automatiquement. Voilà. Il met la gomme, le mec. Ça part tout de suite. Je ne veux pas dire que c'est facile. Hein. Mais par contre, ça induit des figures vachement plus compliquées. Et des figures qui sont venus, que j'ai connu à l'époque où il y a les Pitts qui sont venus aux États-Unis, qui étaient des petits racers. Et c'est avec ces engins-là qu'ils ont commencé à faire des figures en vertical arrière et en basculant sur la queue, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avec les avions d'avant parce que l'empennage arrière n'aurait jamais supporté. Exactement. Et c'est très impressionnant cette figure de chandelle à l'envers. Comme ils ont fait des avions plus petits, le Pitts c'était tout petit. Donc il était beaucoup plus costaud et ils se sont permis des choses. C'est un petit peu comparé, on ne pourrait pas demander à un condor de faire de la voltige comme le fait un corbeau. Voilà. Finalement, c'est exactement, quand je regarde les oiseaux, c'est exactement le même principe. Autrefois, les Morades, c'était, il y avait quoi, un Stamp, il y avait 140 chevaux. Maintenant, un avion de voltige, ils ont 300 chevaux. Ouais. Ils ont 280 ou 300, il y avait que des hélices à pas constants, c'est-à-dire que ça mouline tout seul, ça marche tout seul. Le dernier avion d'Adrienne Boulan faisait 300 chevaux. Le Gourdou-le-Sœur, c'était un monstre comme ça de... Enfin bon, la guerre, les militaires lui ont réquisitionné. C'était pour faire la vitesse, c'est les Caudrons. C'est ça. La Rafale, il y avait 260 ou 300 chevaux, et c'était pour la vitesse. C'était la vitesse. C'était la vitesse, oui. Mais ils voltigeaient pas avec ça. Ah non. Le peu de voltige qu'elle a essayé de faire avec. À mon avis... ça l'a tué, Hélène Boucher. C'était pas son domaine. Ah non. C'est pour ça que c'est là où, quand on dit pilote d'essai, en réalité,
Non, ils testaient. Ils étaient en formation. Ils testaient. Ils pilotaient en devenir, mais ils ne connaissaient pas tout. En apprentissage. C'était en apprentissage. Déjà, de toute façon, tout le monde était en train de découvrir. Oui, oui. Mais je vais vous dire, dernières... c'est toujours le cas aujourd'hui, puisqu'on va être obligé de passer du moteur à explosion à autre chose. On va repartir au début de l'aviation, parce qu'il va bien falloir inventer quelque chose de plus naturel, entre guillemets. C'est pas sûr. Ouh. On va peut-être faire du retour en arrière. Peut-être utiliser des moyens qu'on a passés sous silence. Peut-être, aussi. Parce qu'on a voulu faire du sur-transport, et maintenant on va faire du sous-transport. Parce qu'on a fait des sur-vacances, et on va faire des sous-vacances. Ouais. Puis on a fait du surprix, on va faire du sous-prix. Puis on a fait de la survitesse, on va peut-être faire de la sous-vitesse. On a fait de l'hyper-croissance, on va faire de l'hyper-décroissance. Oui, mais un autre rythme. On va se réadapter à autre chose. C'est ça. Mais bon, c'est ça. On verra. On aura déjà des avions comme le 380, il n'y en a presque plus besoin. Ça, c'était c'est pas sûr. Peut-être qu'ils vont revenir. Oui, mais différemment, avec un autre moteur. Moins fréquent. Oui. Alors, au lieu de faire beaucoup de vols avec 800 personnes, on partira peut-être plus pour le week-end au Maroc. Ah non, ça certainement, ça. Oui. Voilà. Donc les avions vont... on sera adapté. On va se réadapter. Ouais. Et alors, quand votre papa a cet accident à un œil, c'était pour un avion? Il livrait un client à Tarbes, son copain. Il était chez la marque, il a livré du matos et c'était attaché à l'époque. C'est un sandov qui lui est revenu. Le sandov, en prenant quelque chose, mince. Le sandov était mal attaché derrière et le truc est parti. Mais alors, c'était pas des petits sandovs non plus. Il a pris ça dans l'œil. Bêtement. Et comme il avait ça à l'époque, c'est pareil, moi je viens de me faire opérer la cataracte. Oui, problème de jour, c'est 10 minutes. Bien sûr. À l'époque de mon père, c'était 15 jours de clinique. Bien sûr. Et quand vous intégrez la société? Oui, j'ai intégré la société, moi j'avais 5 ans. Parce que moi j'étais déjà dans les... Je bricolais déjà. Vous étiez déjà dans les hangars, dans la sûreté. Je montais, je démontais parce que moi j'allais dans les ailes. Dans la carlingue et dans le tour, là où on peut. Tu passes les ailes. Mal à passer. Absolument. Et donc, s'il fallait aller au fond de la carlingue, démonter. C'était Michel qui allait. Ouais, ça, moi j'ai commencé à bricoler avec mon père. Ouais, je sais pas si c'est 5 ans. Il aimait ça, tout à ça. Là, il aimait nous faire participer. Dès le début, moi j'ai toujours bricolé. Alors, mais je me rappelle pas de tout, forcément. Non, mais c'est vrai qu'on avait... Il aimait bien... Il avait déjà passé, moi, quand j'avais 5 ans, il était 13, ça fait 53, il avait déjà plus d'activité commerciale que de réparation. Alors si j'ai bricolé sur les avions, c'était juste la fin des petites bricoles, mais j'ai pas participé à des grosses réfections d'avions. Mais il y avait toujours des trucs à bricoler. Et là, c'était toujours à Dax avec... Alors Dax, mais ça a dû devenir gros, parce que s'il avait ensuite un magasin de pièces... Non, parce que l'aviation, c'est une niche. C'est un petit marché, c'est une niche. Ça n'a rien qui se compare avec l'automobile ou des choses comme ça. Mais il avait quand même, lui, dans l'idée, il avait... l'automobile était une référence. De gérer un peu comme l'automobile. De faire de la vente de fournitures comme ça existait déjà dans l'automobile. Et c'était le seul en France, il avait des concurrents. Quand il a commencé, il était tout seul. Oui, il était tout seul. En tant que uniquement vendeur, marchand de fournitures. Il était le seul. Parce qu'après... Et en Europe, il avait des concurrents, comment ça se passait? Pratiquement pas. Parce qu'en fait, autrefois, tout passait par comme Caudron. Ça passait par les constructeurs qui vendaient leurs pièces. D'accord. Mais mon père, nous, on ne vendait pas que de la pièce, on vendait toute la fourniture. C'est-à-dire, on vendait
comme les avions étaient en bois, on vendait le bois, on vendait le contreplaqué, on vendait tout. Et les gens pouvaient... Oh là là, c'était une gestion On incroyable, vendait énorme. la toile, on vendait les corps, les enduits, on vendait tout. Fantastique. Puisque comme pour un magasin de beaux-arts qui vend de tout, quoi. Oui, ou comme un magasin de bricolage. De menuiserie, comme au Point P, on vendait tout pour construire un avion, comme on vend tout pour construire une maison. Hein. Et ça existe toujours ou pas, ça? Non, ça, à mon avis, alors c'est compliqué à dire. C'est-à-dire qu'à une époque, c'était bien sectorisé. Il y avait les gens qui vendaient, les vendeurs de la pièce ou vendeurs des avions. Forcément, les vendeurs d'avions vendent la pièce de leurs avions, comme les marchands de voitures vendent la pièce de la voiture. Bon, après, il y avait les vendeurs indépendants, comme mon père a créé à l'époque, où ils vendaient que de la pièce. Et on vendait pratiquement pas de pièces d'avion. À une époque, il en a fabriqué aussi, puisqu'il y avait beaucoup de Piper J3 dont on a hérité après la guerre. Et comme l'importation de pièces était très difficile et très chère, il fallait fabriquer. À Dax, en même temps qu'il y avait la partie négoce, il y avait un atelier de soudure, il y avait 3 soudeurs. Quand même. Oh, fantastique. Et on fabriquait des batimoteurs, des jambes de train, tout un tas de pièces pour les Piper J3 particulièrement. Parce que le J3, comme ils nous les avaient tous laissés, c'était un avion, en plus un avion... Puis c'était on va dire la Range Rover ou puis pour apprendre à piloter, c'était génial. Ouais. Donc et après, il a fait des pièces pour les jourdelles, les batimoteurs, et ainsi de suite. On faisait batimoteurs, ça a été la spécialité, les réservoirs. On avait les mecs qui soudaient quand même... Et des soudeurs et tout, ils soudaient chaudronniers, soudeurs. Ils soudaient la G3 bord à bord, comme ça. Et ça n'a jamais été pris en photo? Vous avez des documents? On n'avait pas tous ces moyens. Ah, c'est dommage. Non, mais il y avait des photos, il y avait quand même des films, personne ne sait jamais, il n'y a pas eu aucun cinéaste s'est dit j'ai envie de filmer ça. Ça n'avait rien d'extraordinaire. Pour eux, c'était pas extraordinaire. Ça me choque beaucoup, ça. Moi qui aime le savoir-faire. Pour en trouver qu'il le fasse de... Oui, c'est ça. C'est des gestes. Si maintenant ça se fait au plasma, mais en acétylène, à la main et à la baguette. Ouais. Et faire monter la goutte là. Les gens qui nous écoutent savent que c'est Pierre Bellemare qui a été le bon génie pour le début d'Adrienne Bolland pour le grand public. Et Pierre Bellemare avait une collection d'art populaire et il adorait, on avait justement parlé de faire des vidéos comme ça pour YouTube, des gestes. Des gestes, parce que les gestes, si on les oublie, on met des milliers d'années à les retrouver parfois. Quand je vois c'est beau, ce qu'on fabrique de nos jours. Ouais. Ça doit vous faire de la peine. Hein. Les mecs, ils faisaient un cône d'hélice en partant d'un moule de tôle plat. C'est ça, un vrai chaudronnier. Oui, bien sûr, au martelage hyper serré et tout. Et alors la soudure, ça... faut voir les lignes de soudure qu'ils faisaient. Ah oui, ça devait être beau. Je regrette de ne pas voir... Moi, j'étais à l'école, je n'avais pas le temps. Mais je venais bricoler, moi, je m'amusais. Mais je regrette de ne pas avoir appris à souder avec eux. Mais ils n'avaient pas le temps non plus. Et oui. Non, il fallait apprendre en regardant. C'est ça qui était complexe avec ces gens-là. Il aurait fallu qu'ils passaient des heures. Il faut se rappeler que ces gens-là, mon père payait le renouvellement de leur contrat agrément de soudeur, parce qu'il y avait un agrément de soudeur. Ils montaient à Paris avec eux. Oui. Et ils passaient un test, parce que c'était testé tous les 6 mois quand même. Tous les 6 mois, il fallait refaire une soudure devant un témoin qui dise vous êtes toujours apte. Ils remettaient en cause leur truc tous les 6 mois. Oh, dis donc. Et pourquoi? C'était parce que les métaux évoluaient parce que ils étaient soudeurs agréés, ils avaient le droit de souder. Et puis sinon, ils tuaient des gens. C'était de l'aviation. C'était de l'aéronautique, il y avait des normes et tout. Les aciers étaient... Et puis les assurances étaient derrière. C'est-à-dire qu'Adrienne Bolland, qui avait plein de problèmes avec la Veritas, les assurances auraient peut-être tiqué s'ils n'avaient pas eu des agréments. C'était comme ça, il y avait des normes à respecter et il fallait... Alors mon père était obligé d'accompagner parce que comme ils étaient confrontés à des gens qui étaient... Ah bah oui, puis oui, ils avaient peut-être jamais pris le train. Je vais pas trop en parler de ça. Ah oui, non, mais des têtes de... Ah, voilà, d'accord, on est d'accord. Et il était obligé d'accompagner parce qu'autrement, ils n'étaient pas faits pour ça. Bien sûr, c'était des techniques, c'était des techniciens. Des soudeurs, des manuels. Bien sûr. Et qui avaient des mains en or. Mais par contre, après... Ils ne savaient pas parler, bien sûr. Et donc il était obligé d'accompagner pour... il connaissait la bureaucratie, votre papa. En fait, il avait tout le panel. Il connaissait les pilotes. Des syndicats après.
Il a monté le syndicat. Oui, justement pour lutter contre la bureaucratie. Enfin, pour lutter et puis pour sortir d'une bureaucratie sclérosante comme elle l'était autrefois. Comme elle est toujours. Ouais, disons-le. Moi, je peux le dire. Non, mais vous... Non, mais c'est pas une question de méchanceté, c'est une question de réalisme. C'est comme... Il n'y a jamais de mal à être réaliste. Parce que moi, je ne peux pas les saquer. Alors. Il en faut. C'est d'ailleurs ce qui nous sauve notre histoire, c'est que si on n'avait pas la bureaucratie, les archivistes... Il n'y en a pas assez, mais de la bonne. Et voilà, il faut le juste équilibre entre la bureaucratie créative et la bureaucratie qui plombe. De guignol. Il n'y en a pas de vrai et de bon. Ben, il faut le juste équilibre et il y a des époques où... S'ils venaient du rang un peu, ça leur ferait bien. Parce que et voilà, et il ne faut pas que des bureaucrates, il faut des... Ouais. Il y en a plein qui sont soi-disant des experts, mais il faut des gens qui connaissent... Ils l'ont pas. Ils font les lois sur la sécurité routière. Et ça, c'est tout un domaine. Mais c'est toute une génération, il n'y a plus de promotion par le rang, il n'y a plus rien. Bon. Et Manuel n'est pas reconnu de toute façon. On va le redécouvrir. Mais ça, on va le redécouvrir, vous inquiétez pas, ça va revenir. On a 20 ans de classe et on va avoir du mal à redécouvrir parce que le problème, c'est qu'on oublie. Les vrais, ils sont partis. Et voilà. Les plombards sont partis. On a perdu le savoir-faire technique. Des serviteurs du mauvais commerce de matériaux et de trucs. On va tout faire de la gnognotte. C'est pour ça que vous êtes là devant cette caméra, c'est qu'il faut garder la mémoire et puis rien ne se transmet facilement, il faut faire l'effort et c'est une question d'exigence et je ne sais pas pour les autres, enfin, en tout cas moi il n'y a que ça qui m'intéresse, c'est de transmettre des choses et des données et des savoir-faire qui exigent autre chose qu'un peu de flemme. Et le syndicalisme intervient à partir de quelle année ? 1961. 1961. Donc là, l'aviation a déjà bien évolué. Oui, on est assez loin de l'après-guerre. Oui, donc 1961, l'aviation a beaucoup évolué. Ouais. Donc votre papa a suivi l'évolution. Bon an, mal an, finalement. Ouais. Michel Destroyat, il est mort à quelle date ? Il est mort en combien ? Je ne me rappelle plus non plus. Il faudrait qu'on regarde. Dans la tête. Ouais, je l'ai plus, on regarde. Voilà. Peut-être que les internautes nous. Il est déjà mort depuis un bon moment. 61, il n'est pas mort depuis longtemps. Non, il est. Bêtise parce que je crois qu'ils se sont vus dans les années 52. Ouais. Et quand est-ce que le duo s'achève en fait ? Il s'achève à la déclaration de guerre en 1939. D'accord. Alors donc, Michel Destroyat meurt en 1956. Donc du coup, votre père, entre guillemets, reste... Mais c'est-à-dire, au moment de la déclaration de guerre en 1939, déjà, il y avait moins de meetings, ils avaient du mal déjà à faire des... Ouais, ben oui. C'était moins porteur. Et puis il n'y avait même plus la SPAE avait fondu les plombs. Beaucoup de choses avaient fondu les plombs. Ça n'intéressait plus le public avait changé aussi. Les politiques et tout le monde, parce que la guerre et puis rien que quand on regarde les journaux, l'ambiance change. Plus la même chose, l'ambiance change. Et donc ils avaient, à l'après-guerre, ils avaient un projet d'importer ce qui se faisait aux États-Unis, déjà des courses de midget, de petits avions ultra rapides. Ouais. Et ça, c'était Destroyat qui l'avait ramené, puisqu'il avait dû faire un voyage là-bas quand il était allé aux États-Unis, puisqu'il est allé à une certaine époque. Ouais. Et il avait ramené ça de là-bas, cette idée, et puis ils avaient projeté de faire ça. Et en fait, ils n'ont pas poursuivi parce qu'il fallait trouver des investisseurs, monter une structure, faire des courses. C'était lourd. C'était très lourd. C'était lourd. Et bon, comme l'après-guerre n'a pas été très clair non plus. En fait, ça, oui, c'est ce qu'on disait avec tous les règlements de compte. Ils n'ont pas réussi à réunir les fonds. Ils ne savaient pas réunir les fonds, la mentalité des gens, le truc. Bon, l'après-guerre, les pouvoirs politiques étaient plus occupés à... Et puis l'aviation avait changé aussi. L'Allemagne avait beaucoup fait évoluer l'aviation. L'aviation militaire était un peu... était tombée en sommeil puisque la guerre était finie. Donc, et le transport aérien n'était pas aussi développé que maintenant. C'était le début.
En fait, c'était une Oui, période... puis toutes les économies étaient C'était une période de chambardées. transition, et l'idée en définitive, alors que maintenant les courses en top pylône, c'est connu partout. À l'époque, il n'y avait que les États-Unis, et puis importer ça, c'était pas évident, donc ils ont chacun pris un autre chemin, puisque Détroit est parti aux États-Unis, est retourné aux États-Unis, je crois, et mon père, il a créé le négoce, il est parti sur le négoce. D'accord. Et donc l'aventure syndicale... Et l'aventure syndicale, elle est venue après. Mais l'aventure syndicale, elle est venue du contexte qu'il y avait dans les années 60 et même avant. C'est que... C'est ce qui avait été répondu à mon père quand ils étaient allés... quand le syndicat avait demandé une entrevue au pouvoir public et d'obtenir la reconnaissance d'une activité de l'aviation. Alors à l'époque, on appelait légère. Oui. C'était l'aviation légère. Et il aura été répondu que la France était déjà un pays de caste, ce qu'on savait, et qu'une de plus, ça suffisait. Ça se ferait pas. Parce qu'à l'époque, en 61, il y avait un problème de reconnaissance. C'est-à-dire qu'un mécanicien en avion, il était ou réparation de vélo ou de voiture. Il fallait classifier. Quand ils prenaient un registre du commerce, comme un registre du commerce, un réparateur avion, ça n'existait pas, ben on le foutait au réparateur auto, au réparateur vélo, ou ceci ou cela. Et donc il a fallu créer cette classe-là. Qui réparait les instruments, il était horloger. Mais les frais de fonctionnement d'un réparateur vélo et d'un réparateur avion ou d'un réparateur auto, c'était pas les mêmes. Et la façon de travailler non plus. Et au moment où il va avoir l'idée de créer cette classification, donc de devoir créer un syndicat... On ne l'a jamais obtenu, le syndicat. Ah, vous ne l'avez jamais obtenu? Non, je crois que de nos jours, c'est toujours n'importe quoi. C'est intéressant, c'est toujours un peu n'importe quoi. Ouais. C'est pas classifié. Il n'y a pas de classification vraiment clic-clac. Tiens, ça c'est parce que c'est une classification fiscale. C'est une façon de payer ses bien impôts, sûr, pour les impôts. Chaque métier a sa façon de payer ses impôts. Bien sûr. Pas sa façon, mais ils sont imposés d'une certaine façon. Or, il y avait un problème qui était un avion. Quand tu es réparateur avion, avant de livrer un avion, il y a un vol d'essai. Oui. Un vol d'essai, c'est un quart d'heure ou une demi-heure. Un avion, ça consomme 80 litres. Alors, donc, un quart d'heure, c'est 20 litres. Une demi-heure, c'est 40 litres. D'accord. Et le litre d'essence, il n'a jamais été au prix du litre voiture. Et oui. Donc, il y a des coûts comme ça. Il y a des consommables qui existent dans un métier comme dans l'autre. D'ailleurs, l'automobile a été confrontée à des mêmes problèmes. Ils ont des consommables pour effectuer l'opération d'entretien. Ils ont mis du temps à les faire reconnaître pour pouvoir les passer dans leurs frais généraux. Alors que... Et nous, mon père, tous les gens de l'aviation étaient confrontés à ce problème-là. Mais comment je passe mes frais? Comment je déclare mes frais réels? Et au moment où il décide où il a cette impulsion, elle vient de l'extérieur, elle vient de lui? Elle vient de lui-même, elle vient de... Il est aidé, il est tout seul? Ils sont tous mal déclarés, oui. Il n'y a que l'industrie qui est reconnue, mais pas les annexes. Or... il n'y a qu'en créant un syndicat qu'on peut créer une classe, en fait. Il fallait regrouper du monde, parce que tout ça, d'accord. Donc ça veut dire qu'il a dû prendre sa voiture et puis faire le tour de France pour chercher des alliés? Il avait déjà quelques copains qui étaient bien motivés pour ça, parce que ça fait longtemps qu'il avait ça dans la tête. Parce qu'en fait, il n'a fait qu'initier le mouvement, parce qu'il était assez fin politique quand même. Il devait l'être, oui. Il n'a pas pris la présidence lui-même. Il a donné la présidence à un constructeur. Un petit constructeur, mais un constructeur. C'était qui? C'était Vasmer. Parce que les constructeurs étaient dans l'oreille de l'État, tandis que le reporter, pas du tout. Mais bien sûr. Bon, donc il fallait faire passer le message. Donc il est resté en retrait, et c'était le PDG de Vasmer qui était président du premier syndicat. Premier syndicat. Il y en a eu plusieurs. Ça fait le SNIRFAG, le SNIPAG et le JPAG maintenant. Il y a 4 noms, il y a eu plusieurs évolutions, parce que justement, une fois que ça s'est passé, ils se sont aperçus que
derrière le constructeur était déjà affilié à l'UIMM, qui couvre toute l'industrie. Donc ils étaient déjà adhérents à quelque chose. Et bon, il y avait des tensions entre les groupuscules. Alors donc, à un moment, il a fallu se détacher des constructeurs. Donc, il fallait que le syndicat devienne purement représentatif des réparateurs et non plus être à cheval sur deux casquettes. Donc ça a changé une fois. Puis, alors il y a eu le SNIRFAG, c'était aviation légère. Après il y a eu le SNIRFAG, c'était aviation générale. Parce que ça, dans l'air du temps, oui, l'aviation légère, c'était les aéroclubs, les petits avions, puis le loisir en définitive. Et puis après, il fallait quand même racoler l'aviation générale. Il y a eu du transport, même sur du petit avion de tourisme, il y a des gens qui faisaient du transport avec un 4 places. Il y en avait plein. Donc il a fallu aller vers l'aviation générale pour rester collé au truc. Et puis après, il y a eu le SNIPAG. Alors c'est le syndicat national des industriels. Ah oui, c'était les industriels. Non, c'est SNIRFAG, syndicat national des industriels réparateurs et fabricants d'aviation générale. Et puis après, il y a le SNIRFAG. Donc le syndicat, il suit les évolutions du temps. Et aujourd'hui, il s'appelle le JPAG. C'est un groupement. Et ça existe toujours. Ça existe toujours. Mais en plus, les structures maintenant sont plus ou moins européanisées. Tout le monde est affilié. Il y a des structures européennes maintenant partout. Il y a une législation européenne. En fait, on ne peut plus travailler au niveau d'un État. Alors, et ça doit être extrêmement chronophage, ça. Donc, il avait encore son entreprise de pièces. Il y avait presque une secrétaire rien que pour lui. Et oui. Eh bien oui. Parce que c'était un boulot fou. Et lui, il passait beaucoup de temps sur là-dessus. Ah ouais, j'imagine. Lui, moi j'y ai passé du temps aussi, parce que après, il y avait cet élément qui était un des éléments premiers du syndicat, et il y avait un deuxième élément, c'est le contrôle de l'activité aéronautique, qui à l'époque était délégué. C'était qui l'intermédiaire dans l'État? Ça se passe où? C'est un ministère? C'est le ministère de l'Air? Non, oui, c'est le ministère de l'Air, oui. Oui, il y a le ministère de l'Air, il y a le ministère de l'Industrie, de l'Air et de l'Intérieur, il y a tout, et puis les finances, parce que pour tout ce qui était financier, impôts et toutes les déclarations, c'était les finances, et ainsi de suite. Et il avait beaucoup. Alors pour ce qui est de la réglementation, après le contrôle et les évolutions du contrôle de l'aéronautique, c'était le SGAC. Et on parlait de Veritas. Et alors c'était Veritas qui était l'entité. Veritas était l'entité choisie par l'État qui avait délégation pour faire le contrôle. Parce qu'au sortir de la guerre, il n'y avait pas de structure, il n'y a rien. L'État n'avait rien. Donc, c'est comme l'ENA. Au sortir de la guerre, on a créé l'ENA pour fabriquer des cadres d'administration civile. Là, il fallait fabriquer. Et au sortir de la guerre, comme il n'y avait rien, ils ont choisi Veritas, qui était déjà très expérimenté au niveau maritime. Très expérimenté. D'accord. Parce que, bon, on peut dire tout bah oui, bien, du mal. Bien sûr. Mais Veritas avait une réelle expérience dans la gestion au niveau maritime. De toute façon, il fallait Ils étaient très structurés. Enfin, bon, ils ont toujours été très structurés, d'ailleurs. Ils étaient faits pour ça. Et par contre, ils avaient un monopole qui, à un moment donné, était sclérosant pour la profession, on va dire. Ah oui, c'est normal. Et qui était pas bien... Contre-productif à ce moment-là? Oui, parce c'était au bon plaisir du contrôleur, au bon... Oui, c'est ça. Mais comme ça l'est toujours actuellement, où là, il y a une guerre sur les normes, on tape sur les normes, mais c'est pas sur les normes qu'il faut taper. C'est sur les normeurs. C'est les gens qui appliquent la norme. C'est les normaux qui appliquent les normes. Parce que les normalisateurs, il y a des normes. Il faut des normes, de toute façon, parce que si on laisse faire n'importe quoi, c'est pas mieux. Ça fera le plaisir de quelques-uns, mais ça fera le malheur des autres, de toute façon. Donc, tout à fait. Et par contre, le problème, c'est que de nos jours, il y a certaines castes qui se sentent obligées d'interpréter la norme et de la mettre à leur sauce pour se justifier. Bon. Et votre papa avait déjà affaire à ce type de normalisateur? C'était un combat permanent, vous voulez dire? On ne pouvait rien faire sur un avion sans faire venir le bureau Veritas. Et oui.
C'est comme les mines pour une voiture. C'était pire que les mines, parce pire. que les mines, ils passent qu'une fois. Oui. On fait la vidange, on fait parvenir les mines. Voilà, alors que là, Tandis c'était que récurrent. Sur un avion, bon, la vidange, j'exagère, on pouvait la faire, il n'y avait pas besoin de Veritas. Mais il ne fallait pas aller beaucoup plus loin que la vidange pour être obligé de faire venir Veritas. D'accord. Étant donné qu'il y a des contrôles périodiques. Oui, finalement, à chaque... Il y a une norme qui dit qu'il y a des contrôles périodiques. Contrôle électrique qu'ils ont créé. Voilà, mais c'est à peu près... Mais disons que c'est... C'est vrai que c'est très lourd, les contrôles. Toujours aujourd'hui, les mécaniciens... Il y a toujours une interprétation par le contrôleur. Or, c'est inadmissible qu'un contrôleur interprète. Un contrôleur, il applique. La norme, elle dit c'est comme ça, c'est à la lettre près. Ah oui, tout à fait. Or, maintenant, c'est jamais à la lettre près, c'est toujours 3 virgules après. Donc on peut dire que votre papa s'est arrêté à temps, finalement. Mon père s'est arrêté à temps, avant que ça devienne trop... Et c'est vous qui avez repris, alors quand... Après, non. Lui, il a monté le syndicat. Alors, ils ont eu de bons et de mauvais interlocuteurs au niveau du SGAC, de la Direction Générale de l'Aviation Civile. Il y a eu des bons, des moins bons. Il a eu le pot, à l'époque où il était, moi je me rappelle, il y en a eu un truc avec lequel il s'entendait très bien, ça a très bien marché pendant plusieurs années, ils ont bien progressé. Bon, ça a bien évolué, parce qu'il y a des systèmes aux États-Unis, il y a des systèmes dans d'autres pays qui étaient beaucoup plus... efficaces, vous voulez dire? Oui, qui marchent aussi bien. D'ailleurs, mais qu'on n'a pas adapté en France. Si, ça y est. Ah, ça y est. Bon, ce qu'il a réussi à faire... C'est grâce à votre père. Oui, il a imposé un système voisin du système américain, où la responsabilité de l'entretien de l'avion revient sur le propriétaire de l'avion. Et oui. Parce que le seul responsable d'un avion, c'est le propriétaire. C'est pas... Oui. Et après, une fois que ça s'est dit, on a créé un statut de réparateur, un vrai statut. Parce qu'il n'y avait pas de statut de réparateur, en définitive. Puisque un coup, il était boulanger, architecte, n'importe comment. Il n'y avait pas il n'y avait aucune règle sur la structure, sur les intervenants, sur rien. D'accord. Bon, alors le côté fiscal, on l'oublie parce que ça changera, je ne sais pas si ça changera, mais la structure, on peut conditionner une structure à une activité et pas la cantonner en fonction de ses moyens. On peut cantonner l'activité en fonction des gens, de la capacité des gens, ça se fait. Les Américains le font, tout le monde, il y a plein de gens qui le font. Nous, on a été tardif à le faire. Parce qu'il y avait... Alors le plus gros problème, c'était Veritas, parce qu'il fallait... L'État ne pouvait pas se dédire envers Veritas. L'État ne pouvait pas dire à Veritas, ça n'existait plus. Oui. C'est pas possible, parce que l'État, c'est bizarre, ils font la loi, mais ils ne savent pas ça. Ils n'ont pas prévu de se dédire. Donc l'État ne peut rarement se dédire. Il faut arriver au bout du contrat, c'est très lourd. Le problème, c'était qu'il fallait continuer à rémunérer Veritas. Et comment? Alors ça a été ça le... Alors, bon, c'est de la technique pure. C'est la politique pure. Mais par contre, ils ont réussi à progresser sur la structuration des prestataires de services au niveau des moyens, des gens. Et donc maintenant, il y a une structure, en fonction de la structure et des diplômes, on peut faire ci, on peut faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Pour monter, il faut faire monter la structure et ainsi de suite. Mais comme ça existe dans beaucoup d'endroits. Et la responsabilité de l'avion reste au propriétaire, qui a le droit de faire sa vidange, ou 3 francs 6 sous, 3 conneries, et qui après doit prouver qu'il a donné délégation à un professionnel d'entretenir, et qui fait entretenir par un professionnel. Et vous avez assisté à tout ça? Oui, parce que vous étiez vécu adolescent, grand, voilà, c'est ça. Alors, il s'est arrêté en 76. Oui, donc vous avez eu le temps de bien... Ils en ont vendu en 81. De quoi 81. Oui, mais il était président. Il n'était plus que président honoraire. Il avait déjà passé la main. Il a passé la main en 76 à François. Ah oui, mais de 60. Alors, mon père, il a été l'un des fondateurs en 61 et il a pris la main en 65 ou un truc comme ça, je ne sais plus dans la tête. Et il a fait jusqu'en 76. Ou il a pris en 72. 69 à 76, il était président. Voilà, il était président. Et vous qui aviez été comme ça dans les carlingues et dès l'âge de 5 ans,
Où est-ce que ça vous a fait évoluer ensuite, professionnellement, vous? Au moins, ça ne m'a pas fait beaucoup. Moi, ça ne m'a pas rapporté grand-chose. Non. Mais bon. Moi, j'y ai participé parce que il s'était inspiré des phares américaines. On a eu un peu de travail de traduction. Ça vous a fait bosser votre anglais? Non, parce que ça n'a rien à voir avec l'anglais commercial. Ah non, oui, rien à voir. Et justement, le problème, c'est que l'anglais courant, nous, on a eu... Moi, je me rappellerai toujours, mon père ne parlait pas l'anglais courant, parce qu'à l'époque, c'était pas dans les mœurs, ça se faisait. Bon, bien plus, on reconnaissait pas l'anglais comme maintenant. Maintenant, on est à quatre pattes devant, mais avant, on tournait le dos. Et moi, je me rappellerai toujours, quand il avait... moi, je suis au lycée, j'ai dû faire 4 ou 5 profs à qui j'ai amené des lettres en anglais. Incapable. Et il a fallu que j'arrive au 5e, on était tombé, j'avais un prof qui était pas mal. Et lui, il nous avait fait... Lui, il était bon. Il ne faisait pas que lire Shakespeare. Il faisait de l'anglais courant. Et... En plus, il allait aux États-Unis se balader. Et donc, il nous avait traduit des textes que j'y avais amenés. Et en plus, on avait fait une série de formulaires où on n'avait plus que quelques mots à rajouter. Donc, on pouvait rajouter. C'est ça, c'était... Notamment toutes les formules un peu tordues où on peut faire des contresens, on les avait mis. Hein. Et donc, on avait fait des formules types comme ça. Mais il m'a fallu 5 profs pour y arriver. Là. Et aujourd'hui, Pierre Sirbin... il a son nom quelque part. Alors, je vais montrer une publicité que j'aime beaucoup à la caméra. Alors, tout pour la construction, l'entretien, la réparation de la goupille à l'avion complet. Je la trouve très très belle, cette publicité des fournitures. Établissement J. Sirbin. Mais bon, c'est tout pas son... Ça n'intéressait pas, ils s'en foutaient de ça. Quoi donc? D'être reconnu. Non, mais je veux dire, il pourrait avoir une plaque à Dax où on pourrait se dire, bah, tiens, mais qui est donc ce monsieur Sirbin? Vous voyez ce que je veux dire, que ça ouvre... Il sera toujours un deuxième au couteau, parce que de toute façon... Ah ben ça, c'est le principe même de l'aviation, c'est que... Ça, c'est comme dans le sport. C'est les pilotes, on parle pas des entraîneurs, on parle Et bien sûr. Et c'est vrai qu'à une époque, les pilotes, à l'époque des Troyes, ils ont gagné beaucoup d'argent, les pilotes. Ils vivaient bien. Oui, bien sûr. Très bien. En tout cas, il y a une chose qui est très, très intéressante que vous avez dit tout à l'heure. Donc, ça veut dire que toutes ces archives que vous avez, elles ont été ou elles sont en train d'être numérisées au musée d'Angers. Les photos, j'ai tout donné au musée d'Angers. Donc, ça veut dire que tout tout sera numérisé. Il y a un fonds qui a été créé au nom de mon père. Voilà. Tout est numérisé. Je vais récupérer ce que je veux. On peut consulter, ça veut dire que le public... Et tout va être dans le domaine public, parce qu'aujourd'hui, ça sera consultable. Il y a d'abord, il y a beaucoup de jeunes chercheurs qui font à Toulouse en master. Accessible voilà, c'est important. À tout le monde. Ça sera à disposition de tout le monde. Comme de toute façon, nous on a... Moi je me stocker ça dans un carton, ça sert à rien. Non, ça sert à rien, puis ça les abîme en plus. Faut dire généralement. Ça s'abîme. Moi, j'ai pas vécu... c'est les souvenirs de mon père, c'est pas les miens. Alors bon, à part quelques photos... oui, non, mais c'est important. Où on le voit, mais là où on le voit pas, toutes les photos de... Ça, c'est chouette photos des pilotes, des avions, de tous ces trucs-là. Bon, j'avais une alias de plan caudron complète de Luciole. Qu'est-ce que je vais en faire? En plus, c'est des vieux plans faits comment dire, révélés avec le... Ça y est, j'ai perdu le nom. Non, le produit. Ah oui. Parce qu'avant, c'était le révélateur, c'était le oui, révélateur oui. de... Oh. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ça y est, perdu. J'en ai parlé tout à l'heure. Oui, on en a pas. Donc c'est des plans, c'est des bleus. C'est des bleus, voilà. C'est lisible. À moitié, c'est vieux. Moi, c'est l'ancêtre du polycopier, quoi. Voilà. Je ne referai pas un Luciole. Je ne vais pas en faire un. Donc ceux qui veulent refaire un Luciole, les plans sont à Angers. C'est surtout, même, il n'est pas sûr qu'il en reste autant que ça, des plans. Il doit y en avoir chez Colomb, je pense qu'il devrait en rester. Peut-être qu'au musée du Bourget, ils en ont peut-être un. Ouais, c'est pas évident. On ne sait jamais. Ça, c'est bon à savoir, là, parce que bon, je connais des gens qui refont des G3, qui refont...
Je crois que j'ai encore une liasse bébé Jodel. Je ne sais pas si je vais Ah la oui? repasser. Je vais peut-être la repasser. D'accord. Je vais la repasser aussi parce que je ne ferai pas un bébé Jodel non plus. Et en plus, c'est une liasse des débuts, même si... L'avion se fait plus, Si, il peut se Ah, faire. si, le Non, bébé Jodel. Si, il se fera, mais c'est pas sûr que ça C'est de soit... l'autoconstruction, donc C'est on pas peut, sûr que ce soit la dernière liasse, donc je ne vais pas Oui, m'embêter. c'est ça. Le problème, c'est de faire homologuer. Je ne vais pas faire Oui. construire un gars Ouais. un truc qui est de travers. Ben Aussi. S'il y a eu des modifs, c'est pas la peine. Voilà. Ouais. Ça n'a pas été tenu à jour, donc je ne sais plus où je l'ai. Je sais qu'elle existe. Je vais leur filer aussi, ils l'auront, puis c'est tout. D'accord, donc là, à la C'est fin de la toujours- vidéo, c'est s'adresse C'est à, toujours consultable. de à toute tous façon. non, Comme je ça, sais, je pense à Pascal Taille, à tous les autoconstructeurs du RSA là, qui sont toujours affamés, assoiffés de plans, d'évolution. Le RSA, c'était... Mais Mon père a été quand même au RSA Un des- pendant... Oui, oui. et il a toujours été au comité directeur du RSA pendant je ne sais pas combien d'années, pendant quand il y avait 30 les ans. rassemblements, Il a toujours été au moi je me comité souviens un peu des directeur. rassemblements. Hein. Eh bien oui, parce que s'il vendait de toutes les pièces pour faire un avion, il était assez logique. C'était un des fondateurs c'était de un tiers RSA. de notre clientèle, les constructeurs. Bien sûr. Eh oui, oui.